Bonjour. Bien, vous voyez souvent mes vidéos sur ma chaîne YouTube, puisque vous êtes abonné. J'avais commencé ça il y a quelques années. Je me suis dit, en tant que supporter des Girondins, ça serait bien que les gens qui ne viennent pas au stade et qui sont supporters éloignés, eh bien, ils bénéficient un petit peu de l'ambiance des matchs, etc. Bon, c'est compliqué quand même, on habite loin. Voilà, de suivre les Girondins déjà, et aussi de profiter des événements du match, de l'ambiance, parce que ce qu'on voit à la télé, eh bien, c'est pas quand même tout à fait la même chose que l'on ressent lorsqu'on est dans le stade. Voilà, et puis il y a des choses qui échappent ou qui ne sont pas montrées à la télévision et qui sont parfois très intéressantes et significatives. Parce que bien souvent, il manque des fois le plus intéressant dans ce qui se passe dans l'ambiance ou dans l'environnement du match. Voilà. Alors, bon, je remercie tous ceux qui viennent, qui me suivent. Et puis, bon, c'est pas dans mon habitude de me montrer, euh, mais voilà. Vous savez maintenant ce qui se passe à Bordeaux pour les Girondins, et quand même, on est vraiment très inquiet. Notre La situation du club, quand même, financièrement, est très compliquée, pour ne pas dire catastrophique. Et que le côté sportif, je m'en excuse, mais on est loin du compte. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je viens faire cette vidéo. Et puis, ça, ça me permettra aussi de vous expliquer un petit peu ce que je suis, au passage. Bien, je me présente, donc. Mon histoire au foot remonte quand même à longtemps, et mon histoire avec les Girondins aussi, pas mal non plus. Voilà. Alors, quand j'étais jeune, j'allais souvent avec ma famille à Camlan, puisque j'avais mes grands-parents, et j'allais au stade de Camlan. Je regardais tous les matchs de cette équipe qui était classée en division d'honneur, qui avait des footballeurs assez intéressants. Et elle avait notamment deux footballeurs, Grimont-Pont, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et un plus connu, Max Obispo. Max Obispo, ça vous dit quelque chose? C'était le père de Pascal Obispo, qui est camlanais. Voilà. Et Max et ces deux joueurs avaient joué aux Girondins. Ils terminaient leur carrière, donc, tranquillement, mais je peux vous dire que c'était deux joueurs. Enfin, moi, quand j'ai vu ces deux joueurs, ils avaient quand même une classe d'écart avec les autres. Bien que Camlan était une bonne équipe, mais je me souviens de Max Obispo, un attaquant très véloce, voilà, qui marquait des buts, vraiment, une conduite de balle, etc. Bon. Et, et Grimont-Pont, un défenseur rigoureux, pas brutal mais rigoureux. Enfin, ils avaient quand même les caractéristiques de ce Bordeaux de l'époque, c'est-à-dire des joueurs qui ne lâchaient pas, qui étaient durs, rigoureux, mais pas méchants, ni, sans une mauvaise mentalité, hein, des joueurs, voilà, qui ne sait pas marcher sur les pieds et qui ne lâchait rien. Voilà, c'est un petit peu du reste, cette époque, c'était les années 60, c'était l'époque de Bordeaux, une équipe difficile à jouer parce qu'elle était quand même classée comme équipe rugueuse. Voilà, mais c'est un petit peu la région qui le veut, puisque que ce soit en rugby ou en football, c'était toujours une marque chez notre club. Voilà, donc, et fatalement, j'ai vu ça et je me suis dit, eh bien, il faudra quand même un jour que j'aille voir cette équipe des Girondins.
D'autant plus que, comme j'habitais Talence, près du stade municipal, euh, j'entendais le dimanche soir ou le samedi soir, ou le samedi, je ne sais plus exactement, euh, chaque fois qu'un but était marqué, j'entendais la clameur du stade. Bien. Donc ça m'a amené tout simplement euh, au stade. Et aussi il y avait une autre chose, un autre fait, c'est que j'étais donc au lycée, enfin, bon, je remonte à, disons, vers l'époque 1962-63, à peu près. On allait ce qu'on appelait à l'époque le plein air. Et le plein air, c'était dans l'aire sportive qui est derrière le stade municipal, pour ceux qui connaissent. Je dis stade municipal parce que ça m'est resté. Bon, je parle d'Escure, bon, c'est venu après. Le stade Chabandelmas également. Euh, donc, enfin, appelé le stade de Galice, le parc d'Escure, hein, toujours. Voilà, donc, on allait donc en plein air sur cette fameuse place, enfin, centre sportif derrière le stade. Hein, vous avez une piste d'athlétisme, des cours de tennis, pelote basque, etc. Bon, nous, on faisait surtout de l'athlétisme, course, etc. Bien. Et on entrait par la fameuse place. Alors, attendez que je me souvienne. J'ai zappé sur son nom, mais je retrouverai. Voilà. Donc je reprends la conversation. Donc je cherchais le nom que j'avais zappé. C'était la place Johnson. Voilà. Et quand on rentre, c'est là qu'il y a les fameuses statues sur les côtés. Enfin, c'est impressionnant quand même quand on est enfant. Et on descendait. Il y a quelques marches à descendre. Et sur le côté droit, on allait au vestiaire. Et notre professeur de gym qui nous accompagnait, il nous disait, ce sont les vestiaires des Girondins. Girondins, moi je ne connaissais pas trop, mais enfin j'avais vu les anciens joueurs dont je vous ai parlé à Camblan. Hein. Camblan, c'est pas loin, c'est à environ 15 km, 7 km de Bordeaux. Voilà, c'était très proche. Voilà. Et donc, ce stade, alors, on voit le stade, on n'est pas loin, on voit les tribunes de loin, et c'était quand même très impressionnant. Voilà, donc on était un petit peu émerveillés, et bon, il fallait fatalement que j'aille un jour au stade. Voilà, en plus, à l'époque, vers la fin des années 60, on a eu droit à des belles rencontres, et, et je dois dire que ce stade, ce parc Lescure ou ce stade municipal, c'était impressionnant quand même. Cette grande arche, quand vous arrivez là, sur les boulevards, euh, il y a quelque chose dans ce stade qui est irremplaçable. Voilà, pour moi qui est un ancien Bordelais, c'est irremplaçable ce stade. Va être classé comme monument historique. Voilà. On a quitté ce stade, mais franchement, euh, on n'a pas tellement gagné avec le nouveau stade. Et bien sûr, il est plus grand, il est moderne, il permet l'accueil des rencontres internationales et des rencontres de Coupe d'Europe. Mais franchement, pour l'instant, enfin, moi personnellement, je m'y sens pas très bien. Voilà, donc, voilà un petit peu mon parcours dans ces années-là. Euh, Bordeaux qui avait obtenu des résultats, on était champion de France en 1900. Coupe de France. Euh, on avait eu déjà des déménagements à Marseille, je me souviens, dans les années 40, enfin, il y avait déjà pas mal de choses. Voilà. Mais on n'était pas on était quand même une bonne équipe, on était quand même classé assez bien. Voilà, mais on n'avait pas encore beaucoup de titres comme Saint-Étienne ou Nantes, qui à ce moment-là euh, étaient mieux placés que nous. Voilà. Nous, on est un petit peu à l'écart.
On était souvent deuxième, on dit c'est un petit peu comme, je sais pas moi, comme Rennes avant qu'ils aient, vous voyez, qui étaient toujours bien placés mais qui n'avaient pas de titre. On était souvent second ou on perdait souvent des finales. On a perdu beaucoup de finales de Coupe de France. Voilà. Bien. Et j'ai connu aussi, bon, après cette époque, qui était un petit peu ancienne, est arrivée pour moi, une deuxième grande époque, c'est l'époque de Claude Besse, où franchement, le Bordeaux dominait le football français, et presque on aurait pu dominer le football européen. On y est passé très près. On avait à cette époque-là presque la moitié de l'équipe de France. On avait des grands joueurs. C'était une époque fantastique. Voilà. C'était le Grand Bordeaux. On était craint de partout, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Comme l'a dit très bien Giresse, quand on partait en déplacement, on ne savait même pas contre quelle équipe on allait jouer. On se demandait combien on allait mettre de buts. Quand on venait chez nous, quand on jouait chez nous, c'était sans aucune inquiétude. Avec un super entraîneur, etc. Enfin, je pense que tous ceux qui vont voir cette vidéo connaissent tout ce passé des Girondins. Voilà, que je ne vais pas vous réciter. Voilà. Beaucoup critiqué Claude Besse parce que c'est quelqu'un qui aimait le club, qui était fou du club. Voilà. Donc tous ces excès, moi je les mets sur le compte de son amour indéfectible pour le club, mais il a payé. Et puis il était aussi appuyé par le maire de Bordeaux, pardon, Jacques Chaban-Delmas. Et c'était un duo. Quand Claude Besse se pointait à la mairie pour avoir des sous, Chaban y signait. Voilà, donc on doit aussi à Chaban cette grande épopée que nous avons vécue. Après, vous savez, la politique, quand ça tourne mal, chacun oublie l'autre. Voilà, Chaban ne connaissait plus Besse, ou presque plus. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet un peu malheureux, mais franchement, cette époque de Claude Besse, c'était quelque chose. Au niveau de Bordelais, au niveau français. Bon, c'est lui qui a commencé à faire payer les caméras, à faire payer la télévision. Je dirais que les droits télé, ça a commencé par lui. Il a imposé aux caméras télé de payer pour entrer dans le stade. Ça, à l'époque, c'était une révolution. Voilà. Donc c'est un héritage. On n'a rien à voir, que ce soit Jean-Louis Trio qui a pris les rênes un peu plus tard, ou Claude Besse, n'ont rien à voir avec les dirigeants actuels qui sont une calamité. Enfin, je vais y revenir. Bien entendu, il y a eu les années Zidane, 96. Voilà. Le titre de champion 99. On avait quand même de très bons joueurs, des équipes. Voilà. Encore une bonne décennie, les années 80, les années 90, c'était une très... Bon, on a maintenu quand même le club à un bon niveau. Voilà. On avait bons joueurs, ça jouait, etc. Bon, on a eu de très bons moments. Sont venues ensuite les années 2000 avec l'achat du club par M6, l'arrivée de Jean-Louis Trio. Bon, tout vient du fait que Trio connaissait bien Nicolas Taverneau, ils avaient fait Sciences Po ensemble. Donc ils avaient tissé des liens. Et c'est lui qui a fait venir M6.
chaîne qui soi-disant se glorifiait d'être zéro foot, mais qui ont commencé à comprendre que le foot, ça pourrait leur ramener un peu d'argent. Et s'introduire aussi dans le foot. Donc si M6 est venu, c'était pas parce qu'ils étaient fans de Bordeaux, c'était que Jean-Louis Trio avait dû certainement le motiver. Et puis, on n'est pas à Marseille, on n'est pas un club, on est dans l'ensemble assez calme. Donc pour eux, c'est une bonne affaire. L'image de Bordeaux est très bonne. C'est un club qui est connu dans le monde entier par son football. Hein. Voilà. Dans le foot, j'entends. Hein. Rien à voir avec le vin. Mais enfin, bon, on est connu. Bordeaux, vous allez dans n'importe quel... les Girondins de Bordeaux sont connus. On a quand même un passé. Un glorieux passé quand même. Je ne sais pas si on retrouvera des époques dans l'avenir comme on a connu. Dans les années 2000, on ne peut pas dire, mais bon, tout s'est quand même bien placé, puisque régulièrement on avait les places d'honneur au championnat. Et ça s'est conclu par le titre de 2009, le 6e titre. Avec une équipe fantastique. Et on sentait qu'il y avait une dynamique de M6 qui s'intéressait beaucoup au club. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. 2010 a été le début de la chute. M6 qui avait quand même des visées sur les rediffusions de matchs, en particulier de l'équipe de France, ou s'introduire dans le milieu du football pour récupérer des droits TV, donc comme tout à l'heure je l'ai dit, a utilisé quand même le club des Girondins. Voilà, ce qui fait que maintenant, ils sont quand même bien implantés à ce niveau-là. Si M6 dit qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec Bordeaux, ils ont quand même obtenu des droits TV de l'équipe de France, etc. Pas mal de choses. Voilà, ils sont quand même maintenant, ils font partie prenante des chaînes TV qui retransmettent des matchs. Voilà. Et des matchs pas n'importe lesquels quand même. On a vu à la Coupe du Monde 2018 qu'ils avaient des rencontres de l'équipe de France. Donc, quand même, ils sont arrivés à leur but. Voilà. Donc, il ne faut pas quand même s'ils se plaignent d'avoir perdu de l'argent avec les Girondins de Bordeaux. On leur en a fait gagner d'une autre façon. Voilà. Parce que pour pleurer, ils sont bons. Taverneau est toujours en train de pleurer, que si, que ça, qu'il fallait qu'ils complètent le budget. Mais enfin, bon. M6, je vous signale, c'est 3-4 chaînes de télévision, etc., etc. Allez voir sur Internet. Ils ont racheté RTL il n'y a pas très longtemps. Ils sont pas à la rue. Par contre, donc 2010, moi ce qui m'a marqué en 2010, c'est surtout le quart de finale de Coupe d'Europe contre Lyon, où on aurait dû gagner ce quart de finale et en demi-finale, si on n'avait pas été arbitré de façon scandaleuse. On nous a volé notre demi-finale, voilà, au profit de Lyon. Et ce match placé juste après la finale ratée en Coupe de la Ligue contre Marseille, notre adversaire, notre rival historique, qui n'a jamais rien fait à Bordeaux et qui ne fera jamais rien. Ils arrivent, ils savent qu'ils vont perdre, ou un match nul. Mais c'est comme ça. Donc on avait été battu en Coupe de la Ligue par cette année-là.
Et ça a été le début d'une cassure. On s'est commencé à perdre. On a commencé à perdre. 10 matchs. On avait commencé une saison d'enfer et ça s'est transformé en fin de saison par une suite de défaites, une série de défaites qui ont fait. On est passé du premier à la septième place, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il y a une espèce de cassure. M6 qui se plaignait tout le temps avant du Gourcuff l'année suivante, oui, l'année suivante, 2010, juste après le titre, ou l'année d'après, je sais. Excusez-moi, j'ai pas quelques trous de mémoire. Voilà, forcément, il fallait remonter le groupe M6. Donc ils ont du Gourcuff, qui n'a rien fait à Lyon, parce que c'est pas du tout un club dans lequel ça pouvait fonctionner. Lyon, c'est un club compliqué. Quand on n'est pas lyonnais, c'est pas facile d'y arriver. Voilà, donc c'était le début de la cassure. Et on sent que M6 a laissé tomber. Pas laissé tomber, mais c'est un petit peu éloigné du club, de sa gestion, etc. En 2013, avec l'arrivée de Gillot, on a un petit peu émergé. Gillot était assez rigoureux comme entraîneur. Il était critiqué, mais enfin, on a quand même obtenu une Coupe de France. On a également fait une bonne Europa League. On a été éliminé par Benfica, mais tout en ayant fait des bons matchs, quand même. Voilà, on n'a pas été ridicule. Le ridicule, maintenant, nous, on est habitués. Donc, ça a commencé à décliner. Les joueurs, peu à peu, sont partis. Entre-temps aussi, dans ces années 2010, on a eu l'affaire. Alors, en 2010, pardon, il y a eu également l'affaire Laurent Blanc. Restera-t-il pas? Ça nous a coupé ça a occupé les médias pendant 3 ou 4 mois. Je ne sais pas si ça n'a pas préoccupé les joueurs, mais ça a dû quand même avoir un impact sur le groupe. Voilà. Je pense que Laurent Blanc n'est pas resté. Bon, l'équipe de France, c'était vrai, c'était intéressant. Mais si il devait avoir certainement des demandes au niveau de recrutement, etc., que M6 ne voulait plus assumer. Je crois qu'il y a ces deux choses-là. Et l'un dans l'autre, enfin, il n'y a que lui qui peut le dire, mais l'un dans l'autre, il a préféré nous quitter. Alors, son remplaçant, on a eu, je pense, Tigana qui est venu, ça n'a pas fonctionné, etc. On a retrouvé donc Gillot qui est arrivé, qui a essayé de remettre un petit peu la machine en route. Il est arrivé plus ou moins bien, mais il disait que finalement, s'instaurer dans Bordeaux, dans le club, une sorte de laxisme. Voilà. Et cette impression de laxisme nous a suivis pendant toutes ces années, depuis 2010. Voilà. À Bordeaux, c'est le club méditerranéen. Les joueurs y jouent quand ils ont envie de jouer. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition, etc. Enfin, ces années 2010-2020, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à tout point de vue. Voilà. Après l'affaire Laurent Blanc, on a eu le remake avec l'affaire Zidane. Zidane devait aller entraîner à Bordeaux. Il serait venu, mais comme il a dit lui-même, il ne pouvait même pas me payer une bricole. Il devait encore marchander comme des épiciers, même si, pour un salaire, pour des joueurs, etc.
Mais enfin quand même M6, qui a été racheté par un groupe allemand. C'est une multinationale. Il avait largement les moyens. Enfin, c'est comme ça. Le groupe allemand devait dû certainement faire opposition. Déjà, c'est eux qui ont poussé à la vente parce qu'ils ont dû voir que 20 millions d'euros ou 15 millions à, à débourser tous les ans pour emblayer le club, ça leur coûtait trop cher. Enfin, quand on voit la taille de ces groupes, je ne sais pas. C'est un petit peu, c'est quand même dommage. Donc, le groupe allemand qui chapeaute tout ça, M6 sommet de vendre le club. Taverneau, forcément, il était obligé de suivre. Mais il s'en a été très bien tiré, Taverneau. Il a vendu quand même le club 100 millions, donc lui a 36 sous. Sa société également. Mais maintenant, c'est une catastrophe. Si je fais un petit bilan des années 2015 à 2020, on n'a plus d'équipe. On a des joueurs qui arrivent, qui repartent, qu'on achète à des prix faramineux, qui n'ont rien apporté. Puisque c'est la descente, c'est la descente. Bon, j'ai pas revu le classement précis, mais depuis 2015, on est 6e, 7e, maintenant, l'an dernier 13e, cette année 12e, mais on aurait pu finir, je ne sais plus combien, parce que l'équipe ne tourne pas. En quelque sorte, c'est la débandade. Les anciens sont partis. Il restait deux piliers, Enrique et Planus, qui sont partis. On n'a guère plus maintenant, plus aucun cadre. On n'a plus de cadre qui peut au moins instaurer une discipline, un état d'esprit, etc. La dernière campagne européenne était une catastrophe, une honte. Sauf avec Gustavo Poyet, qui avait rebâti une équipe à la suite du départ de Gourvenec, qui était lui aussi à la trappe, parce que forcément ces résultats devenaient catastrophiques. Pourquoi? En disant un des meilleurs entraîneurs, on n'a pas de chance, hein. On n'a que des bons entraîneurs, ils ne réussissent pas. En plus, ils sont bien vus par la presse média. Ah oui, à Bordeaux, à Gourvenec, très bon, très bon. Souza, parfait, très bon aussi. Très bon entraîneur. À Bordeaux, pour être bon, quand tu as de mauvais résultats, c'est que ton entraîneur est très bon. C'est une nouveauté dans le foot, ça. Un entraîneur très bon peut avoir des mauvais résultats. C'est curieux, ça. Bien. Alors, Pouillet, pour l'histoire, bon, j'y reviens pas de SMS, des trucs comme ça. Pouillet, c'était le grouillot de service, c'est un Uruguayen, donc bon, c'est un petit, donc, voilà, donc c'est pas un bon entraîneur.
Enfin, il nous a rattrapé le coup. Il nous a qualifiés en Ligue Europa, quand même. Mais enfin, on l'a lourdé lamentablement pour des histoires. Enfin bon, passons, on va revenir dessus. Il est parti, il a fait une déclaration, parce que certainement que, vu l'état actuel du club, ça ne devait pas briller à l'intérieur. Si on connaissait tout ce qui se passe, on serait plutôt déçus. Voilà, il est parti. Il y a quand même quelques cadres qui sont venus remplacer, effectuer le remplacement de Poyet. Toujours les mêmes, ceux que vous connaissez. Voilà. Trio également est parti, remplacé par Martin. Et Martin, il a fait ce qu'il a pu. Il a préparé la vente du club. Ils sont arrivés, enfin j'y viens, à cette nouvelle équipe. Le GACP et King Street. Ils sont arrivés. Comme Moïse est arrivé, voilà, en disant vous allez voir ce que nous allons faire. Alors le GACP, très bien, il avait Dagrosa bien devant les médias, qui s'occupait, qui trouvait que on mangeait, quand on voulait prendre un sandwich, on attendait trop. Il y avait une fois une demi-heure, etc. Enfin, des problèmes subalternes. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Hein. Quand vous allez au stade, au stade René Galis, pour ceux qui connaissent, René Galis c'est un ancien joueur de Bordeaux des années 40, qui a fait la guerre, etc., qui est arrivé avant, là, qui est revenu après. Enfin, une histoire exemplaire. On n'a pas choisi. Les ultramarines n'ont pas choisi ce nom par hasard. Parce que les ultramarines, ils n'ont pas la côte maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils viennent nous piétiner les plates-bandes? Je vais y revenir tout à l'heure. Là, j'ai perdu un peu de la conversation. Arrivée de King Street du GACP. GACP, il reste 6 mois. Il est une ardoise. Il recrute. Notamment Koscielny. Pas mal, hein, comme c'est un bon joueur. Enfin, un peu en fin de carrière. Mais c'est un garçon sérieux que l'on connaît. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'en va. Alors, une histoire interne. Mais moi, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, moi, ce sont les résultats sportifs. Le fait qu'on ait une équipe. Le fait que l'on ait des joueurs qui jouent, des joueurs qui aiment le club, des joueurs qui sont solidaires, qui forment une équipe. Mais on n'a pas d'équipe, on a des joueurs. Le problème est toujours là. Je vous montre au passage le plan de financement, si vous voulez, plan de financement, ou un petit peu le plan de gestion du club. Avec le GACP qui a disparu, donc vous en avez une partie qui est éliminée puisque le GACP a été éliminé. Donc c'est la partie... Alors je ne sais pas quand ça se présente. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, enfin peu importe. Il y a 3 ou 4 cases qui disparaissent. Mais le problème est le même.
nous avons sur ce document Fortress Investissement Group qui entre dans le financement, a priori, et le King Street Capital Management. Bien, tous ces groupes, ils ont des sièges dans tout le monde. Hein. Alors ça commence par Londres, qui est une plateforme financière importante, hein. Ça va vers New York, Singapour, etc. Au Japon, à Tokyo. Voilà. Donc ce sont des fonds d'investissement. Ces gens-là, ils viennent pas parce qu'ils sont supporters des Girondins. Ils ne connaissent même pas le club, si ça se trouve. Ils viennent là tout simplement parce ils font des affaires. Voilà. Ils achètent, ils vendent, ils peuvent acheter des sociétés pour rien. Hein. Et puis après, vous savez, le fonds d'investissement, eux, c'est pas le. Ce qui compte, c'est la finance. Donc ils peuvent acheter une société, dégraisser au passage, garder ce qui est rentable, bazarder ce qui marche pas très bien, bazarder ceux qui ne font pas trop de bénéfices. Voilà, faut que ça soit très très rentable. Voilà, et mettre au chômage. Bon. Donc ce sont ces gens-là qui nous ont achetés. Ils marchent comme ça, la finance marche comme ça. Ils n'ont pas de frontières et ils n'ont pas de. Comment dirais-je? Ils n'ont aucun souci pour bazarder des gens au chômage. Ouais. Ça, c'est pas dans leur, c'est pas dans leur culture. Ensuite, tout ceci n'est pas lié direct. Ça passe par holding. FC Bordeaux Holding, Luxembourg. Ah tiens, le Luxembourg. Luxembourg? Ah bon? Ah ben oui, forcément. Évasion fiscale, optimisation fiscale, enfin bref. Et si on choisit cette filière du Luxembourg, c'est tout simplement parce que ça leur permet d'évacuer de l'argent, d'évacuer comment dirais-je. Alors je ne sais pas comment sont payés les joueurs, mais certainement qu'ils doivent payer moins d'impôts par cette solution. C'est la filière qu'utilisent toutes les grandes sociétés, le CAC 40 et compagnie, hein, pour faire des allégements fiscaux, etc. Donc eux, ils passent par là obligatoirement. C'est pas un scoop, c'est quelque chose qui se pratique partout, dans la finance. Donc on est venu avec des gens qui sont là tout simplement pour faire du fric. Je regrette, c'est un peu sommaire, mais c'est ça. Le GRCP s'est tiré. Alors eux, ils se sont bien tirés par contre. Ils ont laissé l'ardoise à King Street, qui maintenant se retrouve avec des dettes énormes. Mais le problème, c'est qu'en plus des dettes, on est gouverné, enfin le club est gouverné par des gens qui n'y connaissent rien. Qui pensent qu'un club, c'est une entreprise qui peut être gérée comme une entreprise. C'est-à-dire avec des démarches commerciales, des démarches marketing. Alors est arrivé le nouveau concept. Les Girondins, c'est une marque. Une marque de quoi? On n'est pas des marques. On est un club de sport. C'est un club de football. Donc tout le monde entendu vient de là. Les gens qui viennent, les gens ne vont pas venir voir nos matchs, n'ont pas venir au stade parce que nous sommes une marque. Les supporters, ceux qui aiment le foot, ils viennent pour voir du jeu, ils viennent pour voir des joueurs,
Ils viennent voir des gens qui se battent, des gens qui jouent, des gens qui sont solidaires. Voilà. Ils viennent voir une équipe gagner. Ils viennent voir une équipe qui obtient des résultats, qui obtient des titres, pas des places de 12e ou de 13e. Vous vous rendez compte? On n'arrive plus à faire le plein quand les Parisiens viennent avec leurs stars. Même quand Marseille vient, on fait plus le plein. Le stade se vide. Seul le virage sud tient la route. C'est le dernier pilier qui tient. C'est le dernier pilier. Si on n'a plus le virage sud, si on n'a plus les UB87, on est fichu. Qui va défendre le club? Personne. Personne. Alors maintenant, la presse, les médias un petit peu s'en mêlent. Est-ce que c'est pour combler leur vie actuelle, avec le confinement, que ça joue plus? Mais en fait, il ne faut pas compter sur les médias pour sauver notre club. Voilà. Ça nous apporte un petit peu de notoriété, parce qu'on ne parle plus de nous. Maintenant, on n'y parle qu'en mal. Alors ça tombe bien. Depuis 5 ou 6 ans, on entend Bordeaux. Ah bon? Il y a une équipe à Bordeaux. Ils ont fait quoi? Ils ont encore perdu. Vous voyez pas le nombre excusez-moi du terme, de branlés qu'on a reçus en quelques années. Des 4-0, des 5-0. Les équipes, maintenant, qui nous rencontrent, elles arrivent à Bordeaux sans nous respecter. Elles viennent pour gagner. Quand on vote à l'extérieur, on ramasse des tannés. On est devenu la risée du foot français. Ça n'est jamais arrivé depuis que je suis supporter des Girondins. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est qu'il y a un problème. C'est pas un problème de marketing, ça. Hein. C'est un problème sportif. Donc, non seulement on est à la trappe du point de vue financier, mais on est à la trappe du point de vue sportif. Et ça ne va pas s'arranger à l'heure actuelle. Parce que depuis quelque temps, depuis 3-4 ans, les joueurs passent, les joueurs s'en vont, etc. On construit une équipe, on la démolit 6 mois après. On n'a jamais une équipe complète à la fin de la trêve d'été. On la rafistole à la trêve d'hiver. On la redémolit à la trêve d'été. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il faut bâtir une équipe avec des gens stables, avec des joueurs stables. Et ensuite, tous les ans, on fait 2 ou 3 changements qui s'imposent. Mais on n'arrivera jamais à gagner de l'argent avec du trading. Même Monaco, ils sont à la trappe actuellement. Même Monaco, qui ont des sous. C'est un paradis fiscal, Monaco, donc ils n'ont pas ces problèmes. Nous, on a des problèmes, parce que nous, on paye quand même des impôts. Voilà. Maintenant, donc, c'est pas cette solution, on vient de le voir, elle empire les choses. On n'était déjà pas brillants avant le rachat, on n'était pas brillants. L'équipe, le club prenait de l'eau de partout, puisque M6 avait tout abandonné. Mais maintenant, c'est très inquiétant. Très inquiétant parce que on peut déposer le bilan. Bon, K Street, quand même, c'est un gros truc. Hein. K Street, c'est 28 milliards. Ils sont partout dans le monde. Donc, je ne sais même pas s'ils connaissent Bordeaux. Alors, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont lâcher du pognon ou pas? S'ils lâchent pas de pognon, on risque de passer à la trappe. Hein. Donc là, les jours qui arrivent,
ça va être compliqué. Mais ce qui est également compliqué, c'est qu'il y en a deux personnes qui coulent le club en plus. Au lieu de relever le club, ils le coulent. Ils le coulent. Ils ont des concepts de marketing, de marque, etc. Ils ne parlent plus de sport. Ils ne parlent que de relations, etc. De business. Enfin bon, c'est totalement décalé. Ils prennent les supporters pour des imbéciles. Ils prennent les ultramarines. Vous savez, cette mentalité, c'est comme chez les Romains. Vous avez les patriciens et la plèbe. Nous, on est la plèbe, eux, ce sont les patriciens, ils connaissent tout. Ils connaissent tout, ils sont très intelligents. Comme les manants au Moyen-Âge. Allez, Manon, là, de quoi tu t'occupes? Qu'est-ce que je vais nous dire? Voilà. Franchement, déjà avec une mentalité comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc le projet sportif a été abandonné totalement. Ils étaient soi-disant venus avec un projet sportif, ils n'en ont aucun. On va reconstruire le club en faisant, en se reposant sur la formation et avec de jeunes joueurs. Mais écoutez, les jeunes joueurs, ils ont tous vendu les uns après les autres, ceux qui pouvaient euh, commencer à jouer en équipe première. On commençait par Jules Koundé, en disant qu'il voulait partir, mais enfin, on fait dire aux gens ce que l'on veut. Enfin, il a pensé peut-être ce joueur qui est quand même assez intelligent. Il a bien vu qu'à Bordeaux, ça n'allait plus. Ils sont pas fous les joueurs quand même, ils réfléchissent. Voilà. Donc Koundé est parti, etc. Le dernier c'est Benraou. Le prochain, je ne sais pas. Bernardoni ne reviendra certainement pas. Ils ont 50 ou 60 millions. Je sais pas où est-ce qu'ils vont les trouver. C'est pas avec les pèlerins qu'on a recrutés, en les vendant, qu'on va arriver à rembourser. Voilà, c'est tout ce que. Voilà. Donc on en est là. Longue épée, lui, il ne parle jamais sport. Thiodé, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas ce qu'ils font, franchement. Mais vu comment ça fonctionne, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc leur départ est irrémédiable. Il n'y a pas de solution. Une équipe qui perd, il faut qu'elle s'en aille. Ils ne vont pas nous faire miroiter avec des idées de marketing, de marque, etc., que tout va s'arranger. Il faut revenir aux fondamentaux, comme on dit, en sport. Il faut revenir aux fondamentaux. Avant tout, c'est le terrain, c'est le groupe, ce sont les joueurs, c'est le jeu, c'est les résultats qui font venir les gens. C'est pas, c'est pas les accessoires pour distraire. Hein. On vient pas manger des pizzas. On vient passer un moment de sport. Ils n'ont jamais été rentrer dans un stade. Ils n'ont jamais été dans un stade. Ils veulent gérer un domaine qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Nous, quand même, du temps de trio, on avait quelqu'un qui connaissait le sport, puis c'était joueur de rugby, donc il connaissait le sport. Il a pratiqué. Quoi, lui, il peut rentrer dans le vestiaire et il ne se pose pas un souci. Maintenant, je vois pas Longue Épée dans un vestiaire. Voilà. Ou alors il y va en reculant. C'est pas possible.
Nous sommes en plus dans une région, le sud-ouest, qui a quand même, qui est assez grande. La Nouvelle-Aquitaine, c'est pas rien quand même, hein. C'est au-dessus de Poitiers, ça fait jusqu'à la frontière espagnole. Donc il y a un bassin. À Bordeaux, dans l'environnement, il y a beaucoup de clubs. Donc on peut déjà recruter régional. Vous allez chercher des joueurs je ne sais où en Afrique, par des filières qui commencent à devenir compliquées, des pré-relais, enfin je ne sais pas trop quoi. Je ne me sais pas mal sur le problème. Alors que l'on a quand même une grande région, avec beaucoup de clubs. Les Arazou, il vient pas de Tataouine. Zidane, il était du côté de Marseille, etc. Nous, on va chercher des gens aux antipodes, ça va faire bien, certainement. C'est pour la classe, ça veut bien. Non. On peut le faire, bien entendu. Mais c'est pas une priorité. On doit avoir dans le sud-ouest de quoi déjà alimenter notre club. On ne tombera pas toujours sur un Lizarazu, etc. Ou un Jules Koundé. Mais bon, ça fait partie. C'est plus on a un bassin grand, plus on peut un bassin de recrutement grand, et en plus, plus on peut réussir. De bonnes affaires, enfin, faire de bonnes choses. Je dis pas bonnes affaires, hein. Bonnes affaires, je laisse ça pour les deux que vous connaissez. Bonnes affaires. Dès qu'on parle de business, eux ils arrivent. Comme dirait Michel Yoder, dès qu'on parle d'argent, à partir de certaines sommes, tout le monde écoute. Eux, ils écoutent tout le temps. Donc déjà recentrer déjà le recrutement sur la grande région bordelaise. On est quand même le seul club de L1 avec un passé historique qui a une notoriété en France qui est reconnue, enfin, qui était reconnue parce que maintenant c'est plus la même chose, et qui a quand même quelques titres. Voilà, on a quand même quelques titres. Des Coupes de la Ligue, des Coupes de France, des performances en Coupe d'Europe. Enfin, vous connaissez tout ça. Voilà, le palmarès, il est pas mal quand même. On peut également s'entourer de joueurs qui ont porté haut les images de Bordeaux, les valeurs du Bordeaux. Il y a encore des gens comme Trésor, des gens comme Battiston, des gens comme Giresse, Stopira. Vous vous rendez compte, c'était l'équipe de France de 86. L'équipe de France de 86. On a Zidane, on a Lizarazu, etc. Lasland, en fait, tous ces gens-là, hein, qui ont pour. Même Marc Planus, si on veut être plus dans les. Enrique est parti à Nice. Pourquoi on n'a pas pris Enrique, un pilier. On a fait tout à l'envers. Depuis quelques années, on fait tout à l'envers. Vous vous rendez compte? Le PSG qui arrive avec son académie, à Mérignac, tout le monde le trouve, personne ne dit rien. Moi, je serais président des Girondins. Je veux dire que j'aurais fait une drôle de gueule. Hein. Tiens, il arrive. Ouais, ouais, franchement. Voilà. Donc, moi, je vais terminer. Des dettes énormes. Une équipe boiteuse, parce qu'il va falloir vendre, recruter. Bon, enfin bon, ça va rien apporter de plus, hein, faut pas se leurrer.
Donc on est plus près de la relégation, du dépôt du bilan, que de remonter au classement avec une équipe. Parce que pour reconstruire une équipe, ça va être difficile avec ces concepts. Donc, la solution, je ne l'ai pas la solution. Si j'étais milliardaire, je rachète tout de suite le club et j'essaie de trouver des gens qui tiennent la route, qui sont honnêtes et compétents. Ça doit être rare maintenant si je ne m'abuse. Le seul qui pouvait arriver et qui n'est pas très aimé, mais enfin lui il fait son job de président de foot et de propriétaire, c'est Jean-Michel Aulas. Oui, lui il a pris son équipe en Ligue 2, quand même, et maintenant, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Bon, maintenant il a son caractère, hein. Voilà. Mais enfin, lui peut dire, moi j'ai fait ça. Ceux qui sont chez nous, ils n'ont rien fait, ils se croient bons. Ils n'ont rien fait et ils se croient bons. Vous voyez, les mecs, le boulard qu'ils peuvent avoir, ils se croient bons, ils se croient plus intelligents que les autres. Ils passent leur temps à bavarder sur les ultramarines. Mais les ultramarines, ils sont là depuis bien longtemps. Heureusement d'ailleurs. À Dieu-l'Escure, c'est pas par hasard qu'on a eu à Dieu-l'Escure. Une journée mémorable. Donc, attends, alors entre parenthèses, ceux qui critiquent les ultramarines, ben écoutez, ils peuvent faire un groupe de supporters à en faire autant qu'eux. Parce que l'ultramarine, moi j'ai connu le départ les premiers groupes c'est les années 80, 85-86 que a commencé les groupes d'ultra. Ça vient d'Italie, d'Angleterre, etc. Bien, nous, on est arrivés un peu plus tard. Moi, j'avais l'impression que c'était des groupes d'extrême droite. Et j'ai toujours eu du recul par rapport à ces gens-là. Je me dis, ça me semblait malsain. Surtout après les événements de la Coupe d'Europe. Je ne sais plus quel club c'était. Ça avait été Liverpool, Juventus, c'était au stade, c'est en Angleterre. Je ne sais plus à quel endroit c'était passé la finale, qui a eu cette bataille de supporters qui a fait des batailles, enfin bref, qui a fait des dégâts énormes. Et ça m'a un petit peu refroidi. Voilà. Mais bon, on n'a rien à voir. Les ultramarines n'ont rien à voir avec ces groupes d'extrême droite, de fascistes, comme peut y avoir par exemple dans certains clubs italiens. Voilà. Non, au contraire, ce sont des gens très sérieux, raisonnables, qui réfléchissent avant d'agir. Donc, rien à voir avec des voyous sans cervelle. Voilà, non. Je pense que parmi les groupes d'ultra de France, on est un des meilleurs, honnêtement, sans faire de comment dirais-je, sans flatterie. D'accord? Moi, je trouve que leurs positions sont toujours équilibrées. Voilà, bon. Personne n'est parfait. Enfin, dans l'ensemble, on n'a rien. On n'a pas grand-chose à reprocher à ces gens-là. Enfin, on le voit bien. Toutes les images que l'on voit à la télévision, sur les médias, c'est le virage sud, c'est les fumigènes, c'est les champs. Moi, je connais des gens qui ont des loges côté tribune de face pour inviter, vous savez, comme les sociétés, pour inviter leurs clients, etc. Voilà, ils donnent des places. Donc, quand ils s'ennuient, ils regardent le virage sud. Quand ils voient ce qui se passe sur le terrain, ils regardent le virage sud. Voilà, on en est là. On en est là. Voilà. Donc, il faut soutenir, pardon, excusez-moi, il faut soutenir ces gens-là, qui sont un plus pour notre club actuellement,
Et pour le futur, il faut que ces gens-là restent là, au lieu de les combattre, comme si c'était des ennemis. Enfin, c'est franchement ridicule. Il faut avoir une à la tête. Il faut avoir une à la tête. Voilà. On défend notre club, on défend notre identité. C'est tout. Tout simplement. On veut une équipe. On veut des gens qui respectent le club. Ce sont des concepts qui ne sont pas compliqués à comprendre. Apparemment, pour eux, c'est difficile. Évidemment, une marque, ça n'a pas d'esprit d'équipe. Voilà, alors je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais enfin, je vais en terminer là, en espérant que quand même on se tire de ce mauvais pas, mais il faudrait absolument que les deux là, ils s'en aillent, qu'ils aient au moins les fiches dehors, déjà. Ils n'ont plus rien à faire à Bordeaux. D'ailleurs, ils sont totalement discrédités. Toutes les histoires d'arrière-boutique, hein, les petites vidéos que l'on voit depuis quelques jours. Franchement, quand tu vois ça, mais qu'est-ce que c'est mesquin, qu'est-ce que c'est petit, qu'est-ce que c'est nul. Mais c'est nul d'une nullité affligeante. Hein. On dirait que les mecs, ils n'ont jamais travaillé dans une société où il y a souvent des oppositions, etc. Mais la situation, c'est franchement, on pourrait en faire une série télévisée. Hein. Voilà. Hein. C'est ridicule. Ridicule. Franchement. Ça me fait rire parce que atteindre ce niveau, franchement, c'est catastrophique. Nous, supporters, on tient le haut du pavé, eux tiennent le bas du fossé. Voilà. Enfin, fier d'être supporter bordelais. Bon, faire aussi, bon, j'ai beaucoup qu'on dirais-je, d'affinité avec l'ultramarine, même si je sais pas. J'ai ma carte, mais pas en participant. Parce que maintenant, c'est pas que j'ai pas. D'abord, je suis pas très jeune. Et ensuite, mes soucis familiaux ne me permettent pas de faire tout ce que je veux tout le temps. Enfin, voilà. Mais ces gens-là, je termine par ça parce que c'est important. Il faut quand même les soutenir. Ce sont des supporters honnêtes et respectables. Et qui vivent pour le club. Alors je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis je continuerai à faire mes vidéos. Tant que c'est autorisé. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Maintenant avec les droits d'image, rentrer avec avec un appareil photo dans le stade, c'est compliqué. Alors heureusement j'ai un petit appareil assez performant, mais au début quand je me pointais avec un petit réflexe, ça marchait pas. Voilà, c'est interdit. Vous vous rendez compte, la LFP, comme si j'allais leur manger le pain. Voilà. Alors écoutez, bonne continuation. Et puis restez fidèles. Je fais de mon mieux. Des fois, j'insiste pas à tous les matchs. Parce que vous savez, bon, toujours comme je suis supporter, forcément, je suis très attaché au match. Bon, des fois, je rate des trucs. Hein. Et il m'arrive d'en rater beaucoup. Mais enfin, j'essaie de faire le mieux. Voilà. Et c'est pas évident quand même. Hein. C'est pas évident. Bien souvent, les buts arrivent quand vous n'y attendez pas et vous les foirez. Et ça, c'est le plus difficile, rater un joli but. C'est quand même pas mal. C'est quand même une grosse déception. Voilà. Alors je dis, allez Bordeaux, hein, moi je n'ai pas d'autre équipe. Au moins du point de vue du cœur.
Bon, comme tout le monde, je suis d'autres championnats, je regarde d'autres joueurs, hein, mais mon cœur est bordelais. Voilà. Alors, à bientôt et, et merci de m'avoir écouté si vous êtes venu jusqu'à la fin. Voilà. Au revoir.